L'armée la plus effroyable de l'Allemagne nazie. Avec la croix gammée, les runes SS symbolisaient le mal partout dans le monde. Un groupe redouté, créé pour oppresser un État. C'est la première fois qu'une organisation aussi gigantesque s'immisce dans tous les aspects de la vie. Combattir l'empire d'Hitler. C'est la planque des méchants, version XXL. Et dominer le Troisième Reich. L'ampleur du projet, l'envergure géographique et le nombre de personnes visées par ces crimes, c'est du jamais vu. Voici l'histoire de la mégastructure humaine la plus violente du régime nazi. La SS. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Été 1940. Les troupes nazies envahissent la France et chassent les Alliés hors d'Europe. Au cœur de cette armée, une force d'élite entraînée pour semer la terreur, la Schutzstaffel, ou SS. Des unités de soldats SS attaquent les ennemis de l'Allemagne. Au sein du Troisième Reich, cette organisation contrôle les camps de concentration, mais aussi la police et la sécurité nationale. Dirigée par Heinrich Himmler, la SS infiltre tous les secteurs de l'État nazi et en construit les installations les plus secrètes. Dieses gemeine Volk! Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de la Schutzstaffel un peu partout en Europe. L'archéologue de guerre Tony Pollard s'enfonce dans une forêt à l'ouest de la Pologne. Il explore l'une des plus grandes structures jamais construites par les SS. Son nom de code, Projet Géant. On dirait un site archéologique, comme une cité perdue dans la jungle. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste du béton et de l'acier. Les fondations sont très profondes. On voit qu'il y a des pièces souterraines. L'envergure de ce projet est colossale. Il devait s'étendre sur 35 km². C'était donc une construction très ambitieuse, mais qui n'a jamais été terminée. La SS construit un camp de concentration juste à côté, destiné à fournir la main-d'œuvre pour ce projet. Cette opération était si secrète qu'aujourd'hui encore, son véritable objectif reste mystérieux. Qui sait ce qui se cache là-dedans? C'est la planque des méchants, version XXL. Ces blocs de roche sont grands, mais aussi très instables. On sait qu'il y a ici 8,5 km de tunnel, et probablement autant qui reste à découvrir. Cette structure, comme tant d'autres, a été créée par la Schutzstaffel, une organisation d'élite qui a été l'une des composantes majeures du régime nazi. La SS est née une vingtaine d'années plus tôt, au début de l'ascension d'Adolf Hitler. 1925. Après avoir perdu la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est au bord du gouffre. Le peuple est en colère. Adolf Hitler, alors âgé de 36 ans, dirige un mouvement politique ultranationaliste, le Parti nazi. L'Allemagne connaît un chômage record, une crise économique, une hyperinflation. C'est un terreau fertile pour la violence, la brutalité et toutes sortes d'actes répressibles. Et les nazis offrent un exutoire à cette colère. En gagnant de plus en plus de partisans, Hitler devient une cible pour ses adversaires politiques. Il crée alors une garde rapprochée qu'il baptise Brigade de protection. En allemand, Schutzstaffel, ou plus simplement SS.
Quand Hitler fait un discours, la SS doit assurer sa sécurité afin qu'il puisse dire ce qu'il a à dire. Heinrich Himmler, un subalterne désabusé de 25 ans, est inspiré par Hitler. Himmler accuse les Juifs d'être responsables de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale. Il rêve d'éradiquer les groupes ethniques non germaniques. Il rejoint alors les escadrons de la SS et gravit rapidement les échelons. Il se dit, tiens, voilà un groupe pour moi, je vais pouvoir me mettre en uniforme, jouer aux soldats et faire quelque chose pour améliorer le sort de mon pays. En 1929, il est le chef de la SS et le bras droit d'Hitler. Himmler décide de transformer la SS en une énorme organisation paramilitaire entièrement dévouée au Führer. Après 3 ans de recrutement intense, les effectifs passent à 50 000 hommes. En 1933, Hitler et les nazis prennent le contrôle de l'Allemagne. D'un coup, quand Hitler prend le pouvoir, il ne s'agit plus de protéger Hitler, mais l'État tout entier. Pour maintenir l'ordre, la brigade SS étend de plus en plus sa toile. Himmler devient le chef de la police de Munich. À mesure que son pouvoir grandit, les rangs de la SS ne cessent de gonfler. L'organisation compte bientôt 200 000 membres. Himmler peut maintenant passer à la phase suivante de son plan. L'organisation SS s'efforce à ce moment-là d'aider Hitler en éliminant ses opposants politiques. Himmler développe alors l'idée des camps de concentration, des sortes de prisons destinées à regrouper et isoler les prisonniers politiques. À l'écart de la société, ils ne représenteront plus une menace. Himmler fait construire le premier camp de concentration non loin de Munich, dans la ville de Dachau. La SS contrôle le camp. Stephen Remy, spécialiste de la SS, en explore les ruines. Je me trouve dans la plus ancienne zone du site. Avant, c'était une usine de munitions désaffectées. Mais en mars 1933, Himmler a décidé d'en faire un camp de concentration, le tout premier en Allemagne. Dans un premier temps, ces bâtiments accueillent près de 200 personnes, toutes des prisonniers politiques. Ce prototype de camp de concentration est composé de 11 baraquements, sécurisés par des barbelés et 3 miradors. Himmler décide de se servir du camp de Dachau pour atteindre son prochain objectif. Il veut transformer la Schutzstaffel en une organisation qui surveillera l'ensemble de la nation allemande. Dachau va devenir un centre d'entraînement pour les SS, pas uniquement pour les gardiens de ce camp et des autres camps, mais pour tous les membres de cette infrastructure qui va faire régner la terreur. Himmler a besoin d'un chef capable d'inspirer la peur chez les prisonniers du camp, mais aussi de fournir des bataillons de soldats SS impitoyables. Il choisit l'ancien soldat Theodor Eicke, soupçonné de terrorisme. Theodor Eicke est le premier grand commandant de Dachau. C'est à lui qu'Himmler confie la mission de poser les bases de la nouvelle société allemande, en se servant des camps de concentration comme point d'ancrage. Himmler voit en lui quelqu'un susceptible de créer cette infrastructure de terreur. Eicke commence par les gardes de la Totenkopfverbände, autrement dit, l'unité tête de mort. Leur insigne, une tête de mort blanche sur fond noir. Eicke incite les gardes à être violents. La tolérance est un signe de faiblesse. Je veux des hommes durs, qui sont prêts à tout. Ici, il n'y a pas de place pour les faibles.
Sous l'emprise d'Eike, la SS passe d'un groupe d'individus à une machine terrifiante, jouissant du pouvoir de vie ou de mort sur les prisonniers politiques de Dachau. En 1934, le camp compte plus de 2000, et Himmler décèle en eux un grand potentiel. Il se rend compte que ce sont des hommes valides, souvent jeunes, et qui peuvent être exploités pour plein de choses, notamment des travaux forcés. Himmler projette de construire d'autres camps. Les prisonniers constitueront une main-d'œuvre gratuite. Ils seront contraints de bâtir l'empire nazi. Himmler peut maintenant passer à la vitesse supérieure et transformer la SS en une organisation capable de surveiller tous les secteurs de l'Allemagne. Himmler rêve d'une Allemagne radicalement pure. Pour cela, il lui faut d'abord convaincre les membres de la SS d'adhérer à sa cause. Il met en place une mythologie destinée à justifier ses ambitions macabres. Himmler est un grand mythomane. Il se souvient des mythes et légendes qu'il lisait durant sa jeunesse. Ces contes évoquant des chevaliers teutons héroïques. C'est un peu le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Il voit la SS comme une sorte d'ordre chevaleresque, rempli de vrais Allemands, grands, musclés, blonds aux yeux bleus. Bref, si on y réfléchit bien, tout ce que les grands chefs nazis ne sont pas. Himmler décide que les SS doivent être recrutés selon un certain nombre de critères. Une vue parfaite, minimum 1,80 m et plus d'un siècle d'ascendance allemande pure. En 1934, il met la main sur Wewelsburg, un château du XVIIe siècle qui deviendra la cathédrale de ses chevaliers SS. « 80 ans plus tard, Patrick Bury, ancien officier de l'armée britannique, explore ce qui reste de la vision d'Himmler. Nous sommes au pied d'une tour de guet de Wewelsburg. On distingue encore ici les contours de l'un des insignes les plus tristement célèbres de l'histoire. Avec la croix gammée, les runes SS symbolisaient le mal partout dans le monde. Dans cette tour, il devait y avoir un garde SS standard. Et l'un des détails intéressants, c'est ça. Ce trou était en fait une meurtrière. Il permettait à un soldat posté à l'intérieur de poser son fusil sur son épaule et d'ouvrir le feu en cas de besoin. Ce qui suppose que ce soldat était forcément plus grand que moi. Paradoxalement, un soldat SS, certainement grand et blond, saluait Himmler quand il rentrait dans son château, alors qu'Himmler lui-même portait des lunettes et ne faisait pas la taille requise pour rentrer dans la SS. Himmler compte faire de Wewelsburg le centre spirituel du pouvoir nazi. Il entame alors d'importants travaux de rénovation. Le château de Wewelsburg se trouve près du site de la bataille de Teutobourg. Cette bataille a vu les tribus germaniques unifiées vaincre les Romains en l'an 9, ce qui a marqué le début de l'âge d'or de l'histoire germanique. Mais cet endroit est également un ancien cimetière et un lieu de culte. Himmler a donc créé un mysticisme germanique autour de toutes sortes de traditions et d'événements historiques. Et il a dit « Wewelsburg incarne tout ça ». Himmler voulait que ce château paraisse aussi grand que possible. Cette douve dans laquelle je me tiens en ce moment a donc été élargie. Ce pont ici est récent. Il l'a agrandi et élargi, toujours dans le but d'accentuer l'effet de grandeur du château. Et on voit là-haut une gargouille avec la date 1934, l'année de restauration de ce pont. Au centre du complexe se trouve la salle des leaders suprêmes de la SS. Une pièce circulaire dont les 12 colonnes représentent Himmler et ses généraux SS. Une réplique moderne des chevaliers de la table ronde. Au centre figure un dessin inspiré du symbole tribal germanique qui désignait le soleil. Chacun des 12 rayons pointe vers une colonne.
Et autour de ce symbole, une table ronde géante était posée pour accueillir Himmler et ses chevaliers. Au sous-sol, sous la salle des leaders suprêmes, se trouve une mystérieuse crypte. Au milieu de la pièce, il y a un cercle maçonné. Et dans ce cercle, on voit une sorte de cuvette dans laquelle arrive une conduite de gaz. On pense qu'Himmler prévoyait de faire brûler ici une flamme éternelle pour honorer les défunts SS. Au plafond, on voit la croix nazie. Et on a aussi ces fenêtres qui amènent la lumière au centre du cercle et illuminent l'endroit. Himmler a donc essayé de créer ici une idéologie, une tradition, un rituel pour son organisation. Cette philosophie était basée sur le passé des Allemands, mais elle était surtout fondamentalement tournée vers leur destinée future. Sous l'égide d'Himmler, le château devient le cœur spirituel du culte SS. Ce mur semble être là depuis longtemps, mais en réalité, ce ne sont que des parements sur du béton. Et ça illustre un peu la vision d'Himmler, ses mythes et ses traditions. Tout est inventé, faux. C'est juste une façade. En 1936, Himmler se voit confier la direction de toutes les forces de police allemandes. L'organisation SS est maintenant composée de deux branches principales. L'Allgemeine SS, qui contrôle la police et les services de sécurité interne, et la Totenkopfverbände, qui gère les camps de concentration. Himmler change les lois pour donner à la SS le pouvoir d'arrêter n'importe qui, n'importe quand. Il instaure un climat de peur, où le moindre signe d'opposition aux nazis est synonyme d'emprisonnement. D'importantes vagues d'arrestations sont menées, ce qui pose un nouveau problème. En 1937, l'Allemagne compte 3 camps de concentration: Sachsenhausen, Buchenwald et Dachau. Mais il n'y a pas assez de place pour les nouveaux prisonniers. À l'origine, Dachau devait en contenir 5000. Himmler veut multiplier par 10 sa capacité d'accueil. Les prisonniers eux-mêmes vont être forcés d'agrandir leur camp. Des signes montrant leur calvaire sont encore visibles sur place. Nous voilà dans le bâtiment administratif du camp. Quand les prisonniers arrivaient à Dachau, ils passaient par ce grand portail qui porte l'inscription « Arbeit macht frei », le travail vous libérera. C'est l'un des mensonges les plus pervers racontés aux prisonniers des camps SS. Ce portail, comme le reste du bâtiment, a été construit par des prisonniers. Heinrich Himmler voulait regrouper plusieurs dizaines de milliers de prisonniers à Dachau et dans les autres camps de concentration. Voici les fondations des baraquements construits lors de l'agrandissement du camp. À la fin de la guerre, il y en avait 34 au total. La taille de ce projet d'agrandissement et des autres camps illustre l'ambition de la Schutzstaffel: instaurer une infrastructure de terreur en Allemagne et en Europe. En 1938, la SS a écarté toute opposition politique au Führer en Allemagne. Ses rangs comptent plusieurs centaines de milliers d'hommes. Maintenant qu'il est maître sur ses terres, Adolf Hitler annexe l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie. La SS se prépare pour son plus grand défi, dominer l'Europe. Alors que l'Allemagne nazie se prépare pour la guerre, Himmler veut que la SS soit au cœur du combat. Pour cela, il crée une branche militaire au sein de son organisation, la Waffen-SS. En 1939, la SS compte 250 000 hommes. Mais ils n'ont pas de formation militaire. Ce sont des policiers, des agents de sécurité, des gardes de camp. Ça n'a rien à voir avec les combats sur le front. En vue de la guerre imminente, Himmler fait construire un camp d'entraînement militaire dans la ville de Bad Tölz. Certaines parties de cette structure sont encore visibles aujourd'hui.
Voici Bad Tölz. C'est là qu'Heinrich Himmler a décidé de construire une école pour former l'élite politique et militaire de la SS. Et ces deux tours marquent l'entrée de l'école. Cette école est conçue pour entraîner les officiers d'élite qui dirigeront les futures armées de soldats SS. Quand Himmler crée cette école, il s'inspire d'établissements comme Sandhurst en Grande-Bretagne ou West Point aux États-Unis. Mais il va bien au-delà. En plus des 5 heures hebdomadaires consacrées à l'éducation politique, Bad Tölz se concentre sur l'entraînement militaire et l'athlétisme. Himmler était étrangement fasciné par l'aristocratie, la haute société britannique. Il croyait que cette élite dominait la Grande-Bretagne. Et il voulait que la SS remplisse le même rôle au sein de la Nouvelle-Allemagne. Certaines activités de loisirs auxquelles étaient formés les officiers de Bad Tölz reflétaient cette fascination pour l'élite britannique. Il y avait de l'équitation, bien sûr, mais aussi du cricket. À partir de 1939, Bad Tölz formera chaque année des centaines d'officiers de la Waffen-SS. L'organisation d'Himmler comporte maintenant 3 branches. La Totenkopfverbände, qui est chargée des camps de concentration, la Allgemeine SS, qui dirige la police et les forces de sécurité, et la Waffen-SS, la section militaire et armée. En septembre 1939, Hitler est prêt pour la guerre et prévoit d'attaquer la Pologne. Mais il doit trouver un prétexte pour envahir la Pologne. Et vers qui va-t-il se tourner? Vers la seule organisation capable de le faire, la Schutzstaffel d'Himmler. Himmler prépare une opération SS secrète. Il décide de simuler l'attaque d'une station de radio allemande à Gleiwitz, près de la frontière polonaise. Himmler et la SS organisent une opération montée de toutes pièces. Des SS déguisés en soldats polonais attaquent la tour hertzienne de Gleiwitz. Du coup, les Allemands peuvent dire « Regardez, c'est les Polonais qui ont commencé et en voici la preuve ». Le 31 août 1939, plusieurs soldats SS en uniforme polonais pénètrent dans la station de radio et agressent le personnel allemand. Les mains en l'air! Allez! À Berlin, Himmler est branché sur la fréquence de la radio. L'un des SS diffuse un message dans un polonais impeccable, afin de faire croire que la Pologne a agressé l'Allemagne. Votre attention, l'émetteur de Gleiwitz est maintenant contrôlé par la Pologne. Mein Führer, c'est fait. Le plus fou, c'est qu'il aura suffi de quelques minutes et de quelques coups pour fournir une excuse parfaite à Hitler. Le lendemain, à la radio, il s'exclame « Regardez ce qu'ils ont fait, c'est terrible, il est de mon devoir de défendre mon peuple ». L'incident de Gleiwitz montre que la SS n'est pas juste une arme politique. C'est devenu une arme militaire qui peut s'avérer très utile lors de la guerre qui s'annonce. Grâce à l'intervention de la SS, Hitler envahit la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale commence et la SS est sur le point de faire régner la terreur dans toute l'Europe. En septembre et octobre 1939, la Pologne tombe aux mains des nazis. Adolf Hitler se tourne maintenant vers la France et la Grande-Bretagne. Une unité de combat de la Waffen-SS mène l'attaque. Ils sont particulièrement bien équipés et aussi très motivés. Ils savent qu'ils représentent l'élite absolue. Ils sont prêts à se battre pour Hitler, pour l'idéologie nazie et pour la mère patrie. Ils ont officié dans les camps de concentration, où la violence fait partie du quotidien. La brutalité et la déshumanisation sont au cœur même de cette unité. Et c'est ce qui les guide sur le champ de bataille.
Au début de l'été 1940, les troupes britanniques et françaises se replient vers la côte atlantique, prises en chasse par des Allemands déchaînés. Les SS commettent alors l'une de leurs toutes premières atrocités militaires. Des soldats de la Waffen-SS atteignent le hameau français dit le Paradis. Ils ont repéré une unité britannique isolée qui défend une ferme. En tenue de camouflage, les SS lancent l'assaut. Les 99 soldats britanniques résistent tout l'après-midi, mais ils arrivent à court de munitions. Leur commandant décide de se rendre. À ce stade d'un conflit armé, les militaires sont censés respecter la Convention de Genève, qui stipule qu'il faut désarmer les prisonniers de guerre et les placer dans un camp. Les soldats SS ordonnent aux Britanniques d'avancer. Mais au lieu de les emmener dans un camp de prisonniers de guerre, ils les fusillent. Deux survivants dévoileront plus tard ce crime au monde entier. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient aucune raison d'exécuter ces soldats. Mais la bataille avait été âpre, ils avaient perdu des hommes. Et je pense qu'ils étaient sur les nerfs et avides de vengeance. La SS a réussi à créer un état d'esprit dans lequel ce qui était totalement intolérable devient tolérable. Le monde libre est horrifié et se demande comment on a pu en arriver là. En 1941, Hitler vise l'Union soviétique. Il veut conquérir de grands territoires pour son pays et confie à Himmler le sort des millions de Slaves, Roms et autres Juifs qui peuplent ces zones. Alors que l'invasion de l'URSS est imminente, Himmler organise une grande réunion au château de Wewelsburg. Himmler rassemble ici les généraux SS et il leur parle du projet d'extermination de la race orientale. Un des invités relatera ultérieurement les mots effrayants d'Himmler. Messieurs, c'est une question existentielle. Et cette guerre raciale sera donc d'une sévérité impitoyable. Pendant l'opération, 20 à 30 millions de Slaves et de Juifs périront, que ce soit par les armes ou par la famine. Le but derrière l'invasion de l'Union soviétique, c'est de mener une guerre d'annihilation, un terme absolument sinistre, et de mener une vague de terreur et de violence en Union soviétique. Pour cela, ils comptent rassembler les prisonniers, ces indésirables, et tout simplement les massacrer. La SS décide finalement de transférer les prisonniers dans des camps de concentration. Les SS se retrouvent face à un énorme défi logistique. Déplacer une énorme quantité de personnes sur de longues distances et en pleine guerre. La solution, utiliser le réseau ferroviaire existant. Cette voie désaffectée est tout ce qu'il reste de l'embranchement construit par les SS pour relier la gare de la ville de Dachau au camp de concentration. À ce moment-là, le réseau ferroviaire était crucial pour les SS. C'était un moyen rapide et efficace de déplacer de grandes populations sur de longues distances. La machine SS déporte des millions de personnes par voie ferrée. Himmler est maintenant prêt à déclencher l'opération la plus vaste et la plus horrible de sa carrière. « 22 juin 1941. L'Allemagne envahit la Russie.
Un an après, le projet d'Himmler visant à tuer des millions de personnes est en marche. Pour s'assurer que les détails de l'opération resteront secrets, la SS utilise des euphémismes. La solution finale à la question juive est l'un de ces euphémismes. L'évacuation vers l'Est en est un autre. La SS emploie souvent cette figure de style pour tenter de brouiller les pistes, tout en sachant pertinemment qu'il s'agit en vérité d'un crime d'une ampleur inégalée. Des centaines de milliers de personnes sont rassemblées et déportées à travers l'Europe. L'atrocité des conditions de transport est à peine imaginable. Les nazis ont entassé tous ces gens dans des wagons à bestiaux. L'été, il faisait affreusement chaud, l'hiver terriblement froid. Les convois s'arrêtaient souvent au milieu de nulle part, parfois pendant plusieurs jours consécutifs. Un nombre indéterminé de personnes sont mortes pendant ces transferts. Ceux qui survivent au voyage découvrent un autre enfer, les camps SS. De nombreux camps ne servent plus uniquement à concentrer des prisonniers pour les forcer à travailler. Ce sont des camps d'extermination, des camps de la mort, où les gens sont regroupés dans un seul but, les tuer. Contrairement à d'autres camps qui utilisent des chambres à gaz, celui de Dachau privilégie les pelotons d'exécution. Dans cette forêt, à quelques kilomètres de Dachau, les SS ont construit un champ de tir. Ces piliers symbolisaient l'entrée du site. Et ici, on voit la marque des 2 S noirs ressemblant à des éclairs qui étaient accrochés ici, le symbole de la Schutzstaffel. En 1941 et 1942, la SS a mené ici une vaste opération d'exécution. Ce mur porte encore les traces des impacts de balles. 4000 prisonniers de guerre soviétiques ont été conduits jusqu'ici et systématiquement fusillés par les SS. En août 1943, Himmler semble sur le point de réaliser son rêve de domination. Son mépris de la vie humaine transparaît dans les lettres qu'il envoie à sa femme. Dans les jours qui viennent, je serai à Lublin, Auschwitz et Lvov. Je te souhaite un bon voyage. Passe du bon temps avec notre chère petite fille. Je t'embrasse tendrement. La SS contrôle ses propres unités militaires, des camps de concentration et des forces de police. Himmler dirige un gigantesque programme de nettoyage ethnique et un empire qui s'étend à toute l'Europe occupée. L'ampleur du projet, l'envergure géographique et le nombre de personnes visées par ces crimes, c'était du jamais vu. Mais le vent commence à tourner pour l'Allemagne nazie. Les soviétiques répliquent. Pour défendre le Troisième Reich, Hitler ordonne la construction d'une série d'énormes bases souterraines construites par les esclaves de la SS. L'une des plus grandes et mystérieuses, baptisée Projet Géant, est toujours visible en Pologne. Tony Pollard en explore les ruines. Les nazis avaient un projet étrange, construire l'équivalent d'une ville souterraine dans les monts des hiboux. On ne sait pas vraiment ce qu'ils comptaient y faire, mais a priori, quand la guerre a commencé à mal tourner pour eux, ils voulaient une cachette sûre. Autour d'Ozovka, plusieurs indices permettent d'imaginer le but ultime du projet. À la surface, la SS a fait construire 60 km de routes et plusieurs dizaines de bâtiments. Une opération d'ingénierie titanesque est mise en œuvre pour creuser la montagne. Surveillés par des gardes SS, 23 000 prisonniers construisent 7 complexes indépendants, mais reliés entre eux. Sur le flanc de la montagne,
L'un des accès est toujours ouvert. Dès qu'on entre, la température dégringole. Il fait vraiment froid ici. Un labyrinthe de tunnels permet de descendre à près de 50 mètres de profondeur. Cette roche a été taillée au burin. On voit encore les traces de coups. Et c'est ça qui est incroyable. Ce ne sont pas des engins qui ont fait ça, mais des milliers d'ouvriers qui ont passé un temps fou à creuser cette montagne. La base est conçue pour piéger des assaillants dans des espaces confinés et pour résister à un long siège. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment une surprise. Jusqu'à présent, on n'avait vu que de la roche. Mais dans cette annexe, il y a cet édifice bétonné. On dirait un blocos. Je dois allumer ma lampe torche parce qu'il fait très sombre ici. Oh, waouh. Ouais, c'est certainement un blocos. Là, on a une meurtrière bordée de bois et au fond, on voit une plaque en acier. Je suppose qu'une mitrailleuse sortait de ce trou. Ce qui serait logique d'ailleurs, car c'est l'angle parfait pour couvrir l'entrée. Il faut vraiment être paranoïaque pour construire un truc pareil. Dans un film de l'agent 007, c'est le genre d'édifice qu'un méchant se ferait construire. Et encore. Ouais, ça ressemble bien à un bunker. Là, c'était certainement la réserve de munitions. Waouh. Regardez. Une plaque blindée ultra robuste, avec un trou pour glisser le canon d'une mitrailleuse. Et on voit bien le passage ici. L'ennemi n'aurait pas pu pénétrer par ici. Les nazis avaient une drôle de conception de l'avenir, visiblement. Une grande partie de cette citadelle n'est accessible que par radeau. C'est une blague? Cette zone est entièrement inondée. À l'époque, il devait y avoir que quelques gouttes, mais maintenant, c'est une vraie rivière. Et ça donne une bonne idée de la difficulté de ce chantier et de la vie sous terre. L'eau devait s'infiltrer en permanence à travers la roche. Dans cette infrastructure, il devait forcément y avoir un système de pompage qui fonctionnait probablement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour maintenir cet endroit le plus au sec possible. S'il y a le moindre problème, on peut vite se retrouver coincé comme un rat. Alors que les civils allemands subissent les attaques aériennes alliées, les ressources du pays, pourtant de plus en plus rares, sont réservées aux projets géants. 500 000 tonnes de béton sont coulées dans ces galeries. Une fois terminé, ce complexe aurait certainement servi à la production d'armes de guerre et à abriter le quartier général d'Hitler, d'Himmler et de la SS. Hitler voulait étendre la vie du Reich. En fait, en rendant le Reich immortel, il voulait se rendre lui-même éternel. Continuer la guerre alors que la plupart des grandes villes du pays sont détruites et s'acharner à créer des usines souterraines au cœur d'une montagne, c'est carrément dément. C'est un usage insensé des ressources, même si la plupart de ces ressources sont des esclaves. À l'été 1944, le projet nécessiterait encore 1 an de travaux. Mais les Russes progressent. Et en juin, les Alliés occidentaux débarquent sur les côtes françaises. Pour Himmler, les nazis et la SS, la fin est proche.
Tandis que l'armée rouge pénètre en Pologne fin 1944, le Troisième Reich rétrécit et l'infrastructure SS d'Himmler est menacée. En 1945, un vent de panique gagne la zone du projet géant, qui est alors évacué. Oh, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Regardez! Regardez ça. C'est un casque allemand typique de la Seconde Guerre mondiale. Wow, il y a encore les attaches à l'intérieur. La sangle et la boucle pour la mentonnière. Les Allemands ont arrêté les travaux ici. Plutôt précipitamment, à la fin de la guerre. Et ils sont partis. En mars, la machine de guerre allemande s'effondre. L'opération SS d'Himmler, entamée il y a 15 ans, est au bord de la rupture. Alors qu'ils battent en retraite, les Allemands s'efforcent de cacher au maximum les crimes qu'ils ont perpétrés. Le reste du monde ne doit surtout pas découvrir l'atrocité du génocide qu'ils ont commis. Le 29 avril 1945, les troupes américaines libèrent Dachau. Rien qu'à Dachau, près de 32 000 personnes sont mortes. Et si on ajoute tous les autres camps de concentration et d'extermination, ce sont des millions de gens qui ont été systématiquement tués dans ces endroits abominables. Certains sont morts d'épuisement, d'autres brutalement exécutés. Les moyens mis en œuvre par Himmler pour assouvir son ambition éclatent au grand jour. La SS a causé la mort de plus de 11 millions de personnes. Le 30 avril, Adolf Hitler se suicide. Himmler, lui, espère encore s'échapper. Hitler s'est suicidé. C'est fini. L'Allemagne est en ruine. Pourtant, Himmler refuse de jeter l'éponge. Il est en cavale. Il sait que sa vie au sein de l'Allemagne nazie est terminée, mais il espère pouvoir se cacher. C'est maintenant l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Et les Alliés sont bien décidés à lui mettre le grappin dessus. Himmler fait tout son possible pour détruire les preuves des atrocités commises par la SS. Mais la tâche est trop immense. Le 23 mai 1945, il est capturé par les Britanniques. Pendant un examen médical, il se suicide en mordant une capsule de cyanure. La SS meurt avec lui. À la fin de la guerre, cette gigantesque structure, fondamentale pour le Troisième Reich et omniprésente dans la machine de guerre nazie, finit soudain par imploser. Du jour au lendemain, la SS, cette énorme organisation, cesse d'exister. Des milliers de membres de la SS sont jugés à travers l'Europe. À Dachau, un tribunal militaire américain en condamne 420 à la peine de mort. Vous êtes condamné à mort par pendaison. La SS est déclarée organisation criminelle. Ce qui devait symboliser la pureté et la puissance du Troisième Reich est devenu l'incarnation de la malfaisance de l'Allemagne hitlérienne. L'abominable héritage laissé par la SS d'Himmler sera éternellement associé à l'horreur du nazisme.